Voilà, et il est midi pile. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Piguet Galant. Webinaire aujourd'hui qui a pour terme la prévoyance ou comme on aime l'appeler, la Dolce Vita. Alors, à quand la Dolce Vita? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Pour ce webinaire, je suis accompagné de notre spécialiste en solutions patrimoniales, Diane Bicicci. Bonjour Diane. Bonjour Ali. Donc Diane, toi, ton métier, c'est de trouver des solutions patrimoniales pour nos clients, mais qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, en fait, mon travail consiste à me rendre sur les différents sites de la banque pour accompagner les conseillers avec leurs clients pour apporter des solutions pour tout ce qui sort finalement de la gestion de portefeuille, la gestion de fortune à proprement parler, et tout ce qui relève des aspects de prévoyance, de planification de retraite, des aspects matrimoniaux, successoraux, pour les aider à réaliser leurs projets, le tout à travers une gestion qui se veut fiscalement efficiente. Magnifique. Et donc, au sein de la banque, comme tu l'as évoqué, tu interviens sur la partie des projets de vie, la partie des solutions patrimoniales. Je rappelle pour ceux et celles d'entre vous qui peut-être ne connaîtraient pas encore Piguet Galant, notre métier, c'est s'occuper des projets de vie de nos clients. Et comment est-ce qu'on accompagne les clients dans leurs projets de vie? Comment est-ce qu'on s'en occupe pour eux? C'est à travers les trois piliers de notre offre. On a les solutions patrimoniales qui sont justement au cœur de notre approche avec cette approche globale, justement, de la gestion de fortune, soutenue par des solutions d'investissement et des solutions de financement, pour faire très simple. On a également des services pour nos clients institutionnels et professionnels, gestionnaire de fortune indépendant, clients institutionnels et services de family office. Et puis enfin, plus en détail, pourquoi Piguet Galant ou qui est Piguet Galant un peu plus en détail? Eh bien, comme on aime le dire, Piguet Galant, c'est le meilleur des deux mondes. On est une banque à taille humaine avec un métier qui est la gestion de patrimoine, présente sur 6 sites en Suisse romande, avec 160 collaborateurs environ. Et on appartient à la BCV, donc on a aussi cette force d'un grand groupe financier avec la BCV, qui n'a plus besoin de présenter, je pense, qui est notre actionnaire principal et majoritaire. On souhaite que ce webinaire soit interactif, donc vous pouvez nous poser vos questions directement et anonymement à travers les petits points d'interrogation que vous voyez, mais je pense que vous en avez tous l'habitude. Et donc, comme je le disais, le sujet aujourd'hui, c'est la prévoyance, plus précisément la retraite, la fameuse Dolce Vita. Et du coup, première question pour toi, Gian, est-ce que je vais avoir assez d'argent à la retraite? Quelle va être ma rente mensuelle une fois à la retraite? C'est une super question. On commence volontairement par cette question, puisque la réponse que tout le monde déteste, finalement, c'est ça dépend. Ça dépend de chacun. On pose cette question volontairement parce qu'aujourd'hui, il y a un grand débat autour de la question du taux de conversion dans les caisses de pension, avec des réformes à venir qui visent à diminuer le taux de conversion légal, qui est aujourd'hui de 6,8% à 6%. Et finalement, ce que le débat ne mentionne pas, ou l'élément sur lequel les gens ne se focalisent pas finalement, c'est pas ce taux de conversion légal qui s'applique uniquement au minimum légal qui fait foi, mais vraiment le taux de conversion de chaque caisse de pension. Donc chacun est affilié à une caisse de pension qui peut appliquer son propre taux de conversion. Pourquoi? Parce que le taux de conversion légal s'applique au minimum légal, et aujourd'hui, seuls 10% des plans de prévoyance en Suisse se calquent sur le minimum légal. Donc 90% des plans de prévoyance des affiliés ont une part surobligatoire dont le taux de conversion dépend du bon vouloir de la caisse de pension. Donc, avec 1 million dans ma caisse de pension, j'ai combien comme rente? Alors, ça va dépendre de nouveau de la caisse de pension. Il y a des grosses disparités. À titre indicatif, le taux de conversion le plus bas en Suisse romande qu'on a pu constater aujourd'hui est de 4,42%, ce qui va faire une rente de 3 750 francs par mois pour un capital d'1 million. Il y a encore certaines caisses de pension, elles sont très rares, qui versent un taux de conversion de 6,8%, ce qui dans le cas présent ferait 68 000 francs de rente annuelle. Mais disons qu'aujourd'hui, le taux de conversion moyen se situe déjà entre 5 et 5,5% suivant les caisses de pension. Et donc les caisses de pension n'ont pas attendu les réformes votées par la population pour répercuter le risque de longévité sur les assurés. Et donc, tu disais que justement, la fameuse question à quelle va être ma rente mensuelle, ben, ça dépend. Comme tu viens de dire, c'est les caisses de pension qui fixent ces taux de conversion. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver pour savoir, pour vous répondre à la fameuse question de ça dépend? Alors aujourd'hui, concrètement, il est difficile de savoir quel sera le taux de conversion dont vous allez bénéficier une fois que vous serez à la retraite. Chaque caisse de pension aujourd'hui affiche sur votre relevé en général le taux de conversion ou la rente projetée que vous aurez avec le taux de conversion qui est aujourd'hui en vigueur. Mais c'est clair que si la retraite est encore loin, 5, 10 ans, 15 ans, voire même plus, il y a peu de chances que vous puissiez bénéficier à terme du taux de conversion qui est aujourd'hui en vigueur.
sachant que les taux de conversion sont évidemment plutôt à la baisse et il y a peu de chances qu'ils remontent sur le long terme. Voilà. Et donc finalement aujourd'hui, il faut se focaliser plus sur la solution qui consiste à dire qu'indépendamment du taux de conversion, le jour où je prendrai ma retraite, ce qui compte, c'est d'avoir un maximum d'argent à disposition, qu'on prenne la rente ou le capital de la caisse de pension. Et donc, il faut essayer de mettre en place des stratégies pour augmenter les avoirs, pour augmenter la marge de manœuvre à la retraite. Un des éléments clés que tu m'avais déjà évoqué, c'est le fameux certificat de prévoyance. Ça, c'est l'élément aujourd'hui qui est important pour commencer à répondre à cette question. Exactement. Aujourd'hui, la principale solution réside, en tout cas dans le deuxième pilier, dans une stratégie de rachat dans la caisse de pension. Et cette stratégie de rachat, finalement, dépend aussi de la situation de chacun. Il y a les éléments fiscaux qui rentrent en considération, c'est souvent ce que les gens retiennent en premier, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont très importants, à savoir les prestations de risque, donc la protection de la famille en cas d'invalidité ou en cas de décès. Qu'est-ce qu'il advient de mes rachats si malheureusement je suis amené à décéder? Là aussi, il y a des grosses disparités entre les caisses de pension. Certaines vont restituer le capital aux héritiers, d'autres vont dire que c'est perdu. Certaines caisses de pension sont plus ou moins solvables, d'autres versent des rendements qui sont très intéressants et d'autres quasi pas du tout. Et donc tous ces éléments doivent être compilés avec la situation personnelle de chacun, la situation familiale et évidemment le train de vie et le revenu pour déterminer quel est le montant du rachat annuel ou en tout cas le montant qui doit être affecté chaque année à un éventuel rachat dans la caisse de pension pour autant que ça fasse sens. Bon, je pense que c'est effectivement, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est bien qu'on vienne te voir, effectivement. Maintenant, on a d'autres éléments qui vont rentrer dans la rente mensuelle une fois à la retraite. On a parlé de la caisse de pension, mais quelles sont les autres sources de revenus qu'on peut généralement avoir, sur lesquelles on peut compter à la retraite? Alors, en termes de revenus purs, il y a évidemment l'AVS. L'AVS, donc le premier pilier, qui, quoi qu'il arrive, est versé sous forme de rente et que la plupart des gens connaissent depuis longtemps, puisque c'est le premier système d'assurance sociale qui a été mis en place en Suisse après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, concrètement, au niveau de l'AVS, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez mettre en place pour améliorer votre situation, voire même malheureusement pas du tout. On est tous tributaires en fait du système et pour pouvoir bénéficier d'une rente maximale en tant que célibataire, à savoir 2 390 francs par mois et par personne lorsqu'on arrive à l'âge légal de la retraite, il faut avoir cotisé avec un salaire de 86 000 francs bruts par année ou plus pendant une période de 44 ans, donc 43 ans pour les femmes, donc depuis l'âge de 21 ans. Si la moyenne de salaire est inférieure, la rente sera plus faible, au même titre que si la personne a commencé à travailler plus tard ou a eu des interruptions de carrière ou est arrivée en Suisse plus tard dans sa vie, chaque année de lacune, malheureusement, est perdue et a aussi un impact négatif sur le montant de la rente. Donc, au maximum 2 390 francs pour un célibataire, une fois et demi ce montant, donc 43 000 francs par année à peu près pour un couple marié, donc un peu plus de 3 500 francs par mois. On a parlé de l'AVS, on a parlé du deuxième pilier. Pour un salaire environ de 100 000 francs, ça ferait combien de revenus, quelle couverture une fois à la retraite? L'objectif de la combinaison du premier et du deuxième pilier initialement était de maintenir un train de vie confortable et un seuil minimal finalement de 60% de ses revenus à la retraite. Aujourd'hui, on voit que ce seuil est malheureusement a été dépassé, mais à la baisse. On arrive à des pourcentages aujourd'hui qui sont souvent en dessous des 60% à la retraite, même pour les personnes qui ont cotisé toute leur vie sans lacune. Et c'est finalement le problème auquel on fait face aujourd'hui. D'où l'importance aussi de mettre en place des solutions que ce soit à travers le troisième pilier que la plupart des gens utilisent, mais aussi à travers d'éventuels rachats dans la caisse de pension. D'accord. Donc, le deuxième pilier et l'AVS vont couvrir environ 60% des revenus une fois arrivé à la retraite. Donc, je pense que c'est indispensable, comme tu l'as évoqué, de profiter d'autres solutions complémentaires avec les avantages qui en découlent. Et puis, notamment, tu as évoqué le troisième pilier. Donc, je comprends que là, on a parlé des premiers et des deuxièmes piliers. C'est quoi ce système des trois piliers dont on entend beaucoup parler en Suisse? Et quels avantages, surtout, on peut en tirer? Alors, aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ont déjà vu ce graphique en fait qui récapitule les prestations des trois piliers. Premier pilier, comme on l'a vu, il y a peu de marge de manœuvre. Notre marge de manœuvre aujourd'hui réside dans le deuxième et le troisième pilier. Donc, deuxième, on est tributaire souvent du choix de son employeur, mais ce n'est pas forcément le cas lorsqu'on a la chance d'être chef d'entreprise ou indépendant entrepreneur, où on a le choix finalement de construire son propre deuxième pilier sur mesure en fonction de sa situation
individuelle ou celle de ses collègues et de ses employés, de ses associés. Troisième pilier, lui, est purement facultatif. Donc, vous pouvez ouvrir un compte auprès d'une banque ou souscrire une police d'assurance vie pour verser un montant à titre facultatif qui viendrait en supplément. Aujourd'hui, donc, la marge de manœuvre est sur le deuxième et sur le troisième pilier. Donc, de manière encadrée, vous avez les éléments sur lesquels vous avez une marge de manœuvre qui correspondent aussi aux solutions qu'on propose chez Pic Galant, puisqu'on a une gamme complète qui va de la simple caisse de pension, en fait, minimum légal et enveloppante pour une petite entreprise, avec également donc, des plans surobligatoires et des plans bel étage pour les entrepreneurs, les professions libérales, les plans cadres, les dirigeants d'entreprise qui ont la possibilité aussi de mettre en place des solutions sur mesure avec un choix de la stratégie de placement individualisée. Et puis, on a bien sûr les solutions de libre passage pour les personnes qui sont en transition professionnelle, qui ont récupéré une partie du deuxième pilier de leur ex-conjoint au moment du divorce, qui ont démarré une activité indépendante sans s'affilier à une caisse de pension ou qui tout simplement sont amenés à s'expatrier pour poursuivre leur carrière ailleurs. Et puis, on a évidemment les solutions de troisième pilier à travers les comptes 3A et puis les solutions 3B à travers des assurances vie qu'on utilise assez fréquemment également pour combler les lacunes de risque pour nos clients qui en ont besoin, notamment dans le cadre de financement immobilier. Donc, différentes solutions dans différents scénarios et différentes façons d'utiliser chacun des trois piliers, hein, si j'ai bien compris. Donc, dans les différents échanges que j'ai la chance d'avoir avec nos clients, parmi ceux qui ne sont pas encore retraités, il y a une question qui revient systématiquement, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir se permettre de prendre une retraite anticipée? Donc, quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte dans le cas où on souhaiterait prendre une retraite anticipée, Gian? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont le souhait, le projet en tout cas de prendre une retraite anticipée. Pour certains, ce n'est pas forcément un projet, mais c'est quelque chose qu'il faut parfois malheureusement aussi planifier quand même, parce qu'on constate aussi que ces dernières années qu'il y a pas mal de retraites anticipées qui sont forcées avec des personnes qui ont entre 55 et 60 ans ou entre 60 et 62 ans qui sont contraints et forcés finalement de quitter leur entreprise avec parfois aussi des indemnités de départ qui sont généreuses et qui finalement leur permettent aussi de réaliser ce projet qui au départ n'en était pas un. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il faut se prémunir contre une éventuelle retraite anticipée forcée, au même titre que pour ceux qui ont déjà le souhait ou le projet de s'arrêter avant l'âge légal de la retraite, c'est essentiel de planifier le plus tôt possible. Donc, comment est-ce que je peux planifier le plus tôt possible? Et puis, au niveau de l'AVS, comment est-ce que ça va se passer vu que on peut imaginer qu'on s'arrête avant l'atteinte de l'âge ordinaire? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? C'est quoi les éléments à prendre en compte dans ces cas-là? Alors, pour planifier sa retraite anticipée, certains plans de prévoyance, notamment au niveau du deuxième pilier, prévoient des possibilités de rachat supplémentaires pour les personnes qui souhaitent s'arrêter plus tôt. Certaines caisses de pension le prévoient à partir de l'âge de 58 ans et offrent du coup une possibilité de rachat supplémentaire pour les personnes qui souhaiteraient justement s'arrêter à 58 ans, 60 ans, 62 ans, en tout cas avant l'âge légal de la retraite. Donc, il y a la possibilité d'utiliser en fait ces plans de prévoyance pour faire des rachats supplémentaires, pour combler les lacunes de revenus pendant les années de transition. D'autres proposent aussi des solutions sous forme de ponts AVS. Et puis, il y a évidemment la possibilité aussi, tu as mentionné l'AVS, Ali, de demander sa rente AVS par anticipation, ce qui peut être fait au maximum 2 ans avant l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes, ce qui implique évidemment une diminution de la rente au moment où on la prend. Et surtout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça n'exonère pas la personne de ses cotisations AVS. D'accord. Donc, une personne qui prendrait sa retraite avant l'âge légal, soit elle est mariée et son conjoint cotise également pour lui, auquel cas il n'y a pas besoin de verser de cotisation AVS supplémentaire, soit si la personne est célibataire, si elle vit en concubinage ou que son conjoint est déjà à la retraite, elle sera tenue de verser ses cotisations AVS jusqu'à l'âge légal. Et ces cotisations AVS dépendront du revenu acquis sous forme de rente et de la fortune imposable qui vont déterminer en fait le montant des cotisations qui peut aller d'un montant minimum comme les étudiants à 500 francs par année ou jusqu'à un montant maximal de 25 000 francs par année, ce qui peut être très coûteux. D'où l'importance de bien planifier notamment les dépenses et les revenus afin d'avoir ce plan et puis de préparer donc un bilan patrimonial, c'est ça? Exactement.
ce qu'on fait finalement au cours de la période d'activité et qu'on propose à chacun de nos clients, c'est justement d'établir ce bilan patrimonial qui permet d'établir une radiologie ou une photo finalement de la situation financière consolidée du client en tenant compte justement de sa fortune, de son budget, de l'immobilier, de la prévoyance, de la fiscalité, et puis à travers différents leviers que sont le crédit, les rachats éventuels dans la caisse de pension, et puis en tenant compte justement de la charge fiscale de chacun et de la situation personnelle de chacun, de régulièrement mettre à jour ce document pour proposer des solutions qui vont permettre justement de réaliser un projet tel que celui de la retraite anticipée, ou en tout cas d'arriver au moment où la question se pose dans les meilleures dispositions possibles. Parfait. C'est extrêmement clair, je pense. N'hésitez pas à poser des questions, hein, comme je le disais tout à l'heure. Vous pouvez poser vos questions anonymement en direct par le chat. Je vois déjà plusieurs qui arrivent. Donc n'hésitez pas et puis on tâchera d'y répondre à la fin de cette présentation. Alors l'autre question qui revient extrêmement souvent lorsqu'on parle de la préparation de la planification de la retraite avec les clients, c'est la fameuse notion de la rente ou du capital. On l'a déjà un petit peu évoqué. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour savoir si on doit plutôt prendre la rente ou plutôt prendre le capital lorsqu'on arrive à la retraite? Alors c'est souvent le principal dilemme lorsqu'on arrive à la retraite. Paradoxalement, il y a encore quelques années, c'est pas forcément traité comme un dilemme, ce qui était problématique. Les gens prenaient leurs décisions de manière purement instinctive, en se basant finalement sur leur situation et leur vécu. Moi, j'ai régulièrement eu des commentaires du type je vais prendre le capital parce que mes parents sont morts jeunes, ou je vais prendre la rente parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Aujourd'hui, heureusement, les gens sont sensibilisés à cette question, et tout le monde se pose finalement cette question. Et c'est vraiment une des questions financières en fait les plus importantes qu'on doit se poser lorsqu'on arrive à la retraite, et celle qui aura le plus d'impact finalement sur sa situation financière et sur celle de ses enfants, si on a des enfants qui vont potentiellement hériter du capital résiduel. Et donc, c'est une question à laquelle, de nouveau, on ne peut pas répondre comme ça dépend de la situation personnelle de chacun, ça dépend du budget, de la situation familiale, de l'état de santé, de la stratégie d'investissement, du train de vie, et puis de la situation aussi fiscale et successorale de la personne en fonction de la famille. Et donc tous ces éléments, le seul moyen finalement, c'est de compiler tous ces éléments et de faire une projection sur 15 ou 20 ans, donc ce qu'on appelle une planification financière, où on projette en fait le scénario de prise de rente, par exemple, du futur retraité, avec une solution de prise de capital, en intégrant tous ces paramètres, y compris l'inflation, l'augmentation des taux hypothécaires, et si la personne est propriétaire, et puis évidemment aussi l'augmentation des primes d'assurance maladie. Et ce qui fait que, arrivé au bout des 15-20 ans, on aura une projection avec la personne qui aura pris la rente, qui sera, imaginons par exemple, d'un montant restant sur les comptes qui est de 200 000 francs, et puis de 150 000 francs ou de 250 000 francs si elle prend le capital. Il est clair que dans ce cas-là, on ne se pose pas de questions, on ne prend pas de risque, on l'oriente vers la rente. Si par contre, le résultat aboutit sur une différence où la personne aurait 250 000 francs sur les comptes si elle prend la rente, et puis 1,2 million sur les comptes si elle prend le capital, il est clair que là, du coup, ça implique une réflexion différente et un choix rationnel qui pourrait potentiellement s'orienter vers une prise de capital, de manière à pouvoir transmettre en fait une partie de son patrimoine à ses héritiers. Et c'est de plus en plus le cas finalement de pouvoir avoir la possibilité aujourd'hui finalement de faire cette planification financière, de prendre en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il n'y a que des décisions avec plus ou moins d'informations, et en tout cas d'avoir les bonnes informations pour prendre la décision avec laquelle on est à l'aise. Alors ça, j'aime beaucoup, hein, je la note. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision dans cette situation-là. Il y a des décisions avec plus ou moins d'informations. Celle-là, je la note, j'aime beaucoup. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir justement ces éléments-là pour pouvoir faire une planification financière finalement. Exactement. D'accord. Il y a une question aussi extrêmement importante, donc qui me vient et qui vient à chaque fois qu'on parle de la retraite avec les clients. C'est qu'on a finalement la majorité des clients qu'on rencontre qui pensent aux retraites, entre guillemets, un peu trop tard. Alors, généralement, au moins un peu plus qu'une année avant, arriver à la retraite. On y pense avant 63 ou 64 ans, mais généralement avant la fin de la cinquantaine, voire début de la soixantaine, on n'y pense pas.
assez logiquement parce que dans la quarantaine, au début de la cinquantaine, on a les enfants qui ne sont pas encore forcément très grands, on a du temps devant nous et on ne prépare pas la retraite. La question que j'ai pour toi maintenant, Jen, du coup, c'est de dire, finalement, dans un cycle de vie, dans les différentes étapes qu'on peut traverser, quel est l'avantage à commencer à planifier tôt? Et commencer à planifier, même si la retraite, tu l'évoquais, peut-être elle est dans 15 ans, peut-être elle est dans 20 ans. Alors, il y a des avantages, bien sûr, par exemple, à verser sur un troisième pilier, mais si tu veux aller un peu plus en détail sur une vie, ça sert à quoi de planifier tôt? Quel avantage j'ai à 30 ans, à 40 ans, à déjà préparer cette retraite? Alors, finalement le plus important, c'est de commencer le plus tôt possible et surtout pour les personnes de notre génération qui vont arriver à la retraite avec des prestations qui sont on va dire, bien différentes de celles qu'ont pu connaître la génération de nos parents, voire de nos grands-parents. Euh, le fait de commencer tôt, c'est tout simplement partir du principe qu'on a tous une lacune de prévoyance. Et plus on commence tôt, plus il faut mettre des petits coups de pelle tous les mois, et plus on commence tard, et plus le problème devient insurmontable. Le fait de commencer tôt à cotiser sur un troisième pilier dès le début de sa carrière aujourd'hui est effectivement la première étape. Le fait finalement de commencer à se poser la question des rachats dans la caisse de pension, arriver à un certain niveau de sa carrière lorsqu'on commence à avoir une charge fiscale qui est élevée et une certaine visibilité, on va dire déjà à partir de 45 ans, le fait de planifier ses rachats sur une période d'une quinzaine d'années en tout cas, permet finalement de lisser vos rachats sur plusieurs années de manière à augmenter le rendement de ces rachats, puisque chaque année, la somme de vos avantages fiscaux sera beaucoup plus importante que si vous faites des gros rachats en fin de carrière. Et évidemment, l'effort aussi en termes de l'effort budgétaire est moindre. Et puis tout ça est renforcé aussi évidemment par le rendement des solutions dans lesquelles vous injectez l'argent. Si vous investissez vos troisième piliers, si vous touchez des rendements sur votre caisse de pension, évidemment ce phénomène va être amplifié puisque l'argent va rester investi pendant beaucoup plus longtemps avec des rendements qui sont beaucoup plus avantageux. Donc finalement, plus on s'y prend tôt, mieux c'est, mais il ne faut pas forcément tout faire en même temps tout de suite. Les stratégies de rachat dans la caisse de pension, comme on a vu, ça dépend finalement de la situation de chacun. Et puis, il y a aussi des choses à laquelle il faut être attentif. Il y a des possibilités de partage suite à un divorce. Malheureusement, il y a des cas de décès. Donc, finalement, c'est un juste équilibre qu'il faut essayer de trouver entre la planification de la retraite et puis profiter de la vie, puisque le but, c'est pas non plus trop se serrer la ceinture pour être trop riche à la retraite. Et là, on pense tous à la fameuse fable de la cigale et de la fourmi, quand tu dis ça, effectivement. Donc la notion d'équilibre réfléchi dans le temps, effectivement, un élément très important, hein. En complément, ce que je dirais aussi, ben voilà, on a ici un exemple de phase de vie ou de projet hein, qui peuvent arriver. On se reconnaîtra tous les uns ou les autres dans l'un ou l'autre de ces projets, de ces phases de vie. Je pense qu'il y a un point important, comme tu l'as évoqué, hein, c'est planifier tôt va permettre de réduire l'effort, et planifier tôt va permettre de profiter des intérêts composés dans le temps, des rendements plus élevés dans le temps. Être investi sur 30 ans, bah, c'est plus rentable qu'être investi sur 2 ans. Et puis enfin, les avantages fiscaux qu'on a évoqués. Le rachat dans la caisse de pension, ça sort de la fortune, ça sort et du revenu. Le versement dans le troisième pilier, ça sort de la fortune, je peux le diminuer de mon revenu. Donc voilà, il y a toute une série effectivement comme ça d'avantages importants à prendre en compte. Et c'est compliqué de tous les résumer sur une image, hein, sur une diapo, sur un slide. Parce que comme tu as très justement dit, Diane, ça va être du cas par cas. Chaque situation aura l'un ou l'autre des avantages. Donc je répète, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. On a déjà reçu énormément. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir le temps de traiter les différentes questions. Il y en a une je vais commencer par cette question-là, donc une question concernant les avantages qu'on vient d'évoquer, hein. Est-ce que c'est intéressant de faire un crédit pour faire un rachat de deuxième pilier? Je vais même dire pourquoi pas peut-être pour le troisième pilier. C'est intéressant de s'endetter pour faire de la prévoyance ou pas? Oui, alors potentiellement oui, effectivement, c'est des solutions qu'on est amené parfois à proposer aux clients, que ce soit pour les personnes qui détiennent en fait leur bien immobilier depuis de nombreuses années et qui ont un faible niveau d'endettement par rapport à la valeur aujourd'hui. L'environnement des taux extrêmement bas de ces dernières années a permis dans certains cas d'augmenter finalement l'endettement sur la maison, que ce soit pour transmettre une partie du patrimoine aux enfants, souvent c'est un motif,
ou effectivement pour faire des rachats dans la caisse de pension. L'idée étant finalement que la rentabilité du rachat est largement supérieure au coût du crédit. Et c'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être préparé à l'avance, qui doit bien être calculé. L'idée étant d'atteindre le bon niveau d'endettement en fonction de sa situation personnelle et ne pas se surendetter ou être sous-endetté tout simplement. Parfait, c'est extrêmement clair, merci beaucoup. Une autre question que je trouve aussi très intéressante, c'est lorsqu'on a pris la rente au lieu du capital, ou lorsqu'on a pris, je vais dire, une grande partie du deuxième pilier sous forme de rente et pas sous forme de capital. En cas de décès, est-ce que le conjoint, la conjointe survivante a droit à quelque chose? Oui, alors effectivement, il y a une rente de veuf ou de veuve qui est versée en cas de décès. Souvent, en général, on va dire cette rente est fixée à 60% de la rente qui était versée au conjoint durant sa vie. Il s'agit dans le cas, justement, on est dans ce cas-là, de bien planifier justement le choix ou la proportion qu'on prend sous forme de rente ou sous forme de capital pour trouver le bon équilibre entre protection du conjoint survivant et puis transmission aussi du capital résiduel à ses héritiers. C'est vrai qu'on est régulièrement confronté à des cas où finalement, dans un cas, c'était plus intéressant de prendre 100% de capital malgré des conditions qui sont moins favorables dans la caisse de pension. Et puis d'autres cas où finalement tout s'orientait vers une prise de capital, mais où la personne devait plutôt prendre la rente, par exemple, parce qu'elle s'est remariée avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, qui allait bénéficier d'une rente de veuve qui était généreuse pendant beaucoup plus longtemps. Voilà, donc autant de paramètres qui entrent en considération qui font que chaque cas est différent et doit faire l'objet d'une étude précise. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est pas perdu parce qu'on a pris la rente, effectivement, il y a quand même quelque chose qu'on peut récupérer. Ouais. Alors j'ai une autre question qui a été posée par une des personnes qui nous suit, mais qui est en anglais, donc je vais faire la traduction à la volée. Donc pour faire simple, imaginons que j'ai arrêté de travailler pour une période d'environ 1 année et demie, 2 ans, et je suis peut-être parti à l'étranger aussi, soit j'ai arrêté de travailler, soit je suis parti à l'étranger et je reviens en Suisse et on recommence à travailler en Suisse. Est-ce que c'est intéressant de combler les années liées à l'AVS? Alors, malheureusement, c'est pas toujours possible de le faire. C'est possible de le faire si on a été assuré pendant 5 ans à l'AVS avant de quitter la Suisse et si on quitte le pays pour s'installer dans un pays en dehors de l'Union européenne et surtout un pays finalement qui n'est considéré comme n'ayant pas de système social analogue. Donc, si vous allez en France, en Allemagne, ce genre de choses, vous allez être affilié au système social du pays en question qui va être considéré comme similaire au système social suisse et donc vous allez cotiser là-bas, vous allez toucher une rente proratisée des deux pays au moment où vous allez arriver à la retraite. Il n'y aura pas de possibilité de combler en fait la lacune de l'APS. Pour les autres cas, si vous partez pour une période de 1 ou 2 ans à l'étranger, il y a la possibilité finalement de maintenir votre affiliation auprès de l'AVS en Suisse. Là, de nouveau, c'est un calcul qui doit être fait puisque vous allez payer à la fois la cotisation pour employeur et la cotisation pour employé. Et il se peut, en fonction des revenus de la personne à l'étranger, que l'avantage à la retraite lié à l'augmentation de la rente soit inférieur au montant des cotisations qu'il versera en vivant à l'étranger parce qu'il a un revenu élevé, par exemple. Voilà, donc de nouveau, c'est un calcul à faire, mais il y a cette petite possibilité. D'accord. Il y a la possibilité, mais l'intérêt ou non de le faire va dépendre de nouveau de la situation Tout à fait. et du calcul spécifique. C'est extrêmement clair. Donc, tu l'as évoqué aussi, c'est une autre question qu'on a reçue, hein. Est-ce qu'on peut racheter les années manquantes de cotisation AVS? Donc oui, s'il y a des subtilités selon le cas par En tout cas, mais cas, on maintenir peut l'affiliation, imaginer, c'est le cas voilà. le plus fréquent. Mais imaginons, comme tu l'as dit, hein, on a une rente pleine lorsqu'on a commencé à travailler à l'âge de 21 ans, généralement avec des études ou peut-être un projet familial, il peut y avoir des trous, des pauses. Est-ce que c'est possible de compenser les années dans lesquelles on n'a pas cotisé? Non. Par exemple, quelqu'un qui va venir s'installer en Suisse à l'âge de 30 ans et qui aurait dû cotiser depuis l'âge de 21 ans ne va pas pouvoir combler en fait sa lacune des 9 années. Donc les 9 années sont perdues et donc il touchera à peu près un quart de la rente en moins au moment où il arrivera à la retraite, même s'il a un revenu très conséquent. Malheureusement, ce ne sera pas rattrapé. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier où est-ce qu'on en est au niveau de l'AVS? Il y a la possibilité en tout temps d'aller sur le site de l'AVS et de commander en fait ce qu'on appelle un extrait de son compte individuel, qui est un document assez indigeste, mais qui récapitule en fait vos années de cotisation
et que vous pouvez nous transmettre pour qu'on puisse calculer en fait le montant de votre rente hypothétique. Ça permet aussi surtout finalement de vérifier, d'être sûr que les employeurs ont bien rempli leurs obligations et cotisé pour nous, notamment si à une époque on a travaillé pour un employeur qui malheureusement a fait faillite ou ce genre de choses, c'est important de jeter un œil pour être sûr que les cotisations ont bien été versées et qu'il n'y a pas de lacunes alors qu'on a effectivement travaillé. Bon, donc on peut aller sur le site de l'AVS, effectivement, vérifier cette information. Toujours sur le sujet de l'AVS, mais je pense que c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle touche peut-être aussi d'autres éléments qu'on a évoqués. On parle énormément du vieillissement de la population. On a entendu aussi parler des différentes réformes de l'AVS, du système de prévoyance qui ont abouti ou non. Est-ce que le vieillissement de la population va finalement avoir un impact sur nos rentes AVS? Alors, à ce stade, ce n'est pas forcément le scénario qui est privilégié, c'est-à-dire que le prochain projet de réforme sur lequel on va se prononcer au mois de septembre sur la réforme de l'AVS, donc l'AVS 21, prévoit justement de maintenir à tout prix le niveau des prestations actuelles, moyennant d'autres mesures qui passent par l'uniformisation de l'âge de la retraite entre les hommes et les femmes à 65 ans, et puis par une augmentation finalement de la TVA pour augmenter pour pouvoir compenser en fait les pertes sur les comptes de l'AVS. Le gros sujet finalement, c'est l'uniformisation de l'âge de la retraite entre les hommes et les femmes, et c'est le plus controversé, celui qui fait que potentiellement la réforme pourrait être refusée, comme toutes les réformes de ces dernières années qui ont été proposées précédemment. Donc il y a des mesures de compensation relativement généreuses aussi qui sont prévues pour justement les femmes qui seraient concernées. Donc toutes les femmes qui sont à moins de 10 ans de la retraite, donc 55 ans et plus, bénéficieront de mesures compensatoires en fonction de leur année de naissance et de leurs revenus. Et puis, il y aura le maintien finalement de la possibilité de prendre une retraite anticipée pour les femmes 2 ans avant l'âge légal actuel, donc 62 ans, avec des conditions préférentielles, donc des baisses de rente qui sont amoindries. Et donc, voilà, il y a aussi, si le projet passe, il y a de fortes chances qu'il y ait pas mal de femmes qui optent pour la retraite anticipée ces prochaines années. Et cette réforme-là permettrait finalement de garantir le niveau des prestations actuelles jusqu'en 2027, ce qui ne fait pas très longtemps, mais finalement, ce qui permettrait d'arriver jusqu'à l'horizon 2030 avant d'avoir de nouvelles réformes qui, là, peut-être auront un impact sur les prestations, mais ce n'est pas prévu à ce stade. D'accord. Donc c'est en septembre, effectivement, qu'il y aura cette votation. Oui. Il y a une autre question, aussi, il y en a plusieurs. Dans le cas où on continuerait à travailler après la retraite, qu'est-ce que ça veut dire pour la rente ou le capital? Est-ce qu'on doit continuer à cotiser? Enfin, qu'est-ce que ça change sur le deuxième pilier et sur donc, la caisse de pension? Est-ce qu'il y a des impacts aussi pour l'AVS ou pas? Voilà. On continue après 65 ans, ce qui arrive de plus en plus, qui arrive aussi beaucoup lorsqu'on est entrepreneur. Quels sont les impacts? Alors, au niveau du deuxième pilier, la plupart des caisses de pension aujourd'hui proposent le maintien d'une affiliation jusqu'à 5 ans après l'âge légal de la retraite. Donc, ce sera possible de conserver l'affiliation deuxième pilier, ou de la maintenir en tout cas jusqu'à 69 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes dans la plupart des cas. Au-delà, vous êtes obligé de retirer vos prestations, quoi qu'il arrive. Au niveau du premier pilier, donc de l'AVS, il y a aussi la possibilité d'ajourner votre rente, ce qui va augmenter aussi votre rente, au même titre que si vous l'anticipez, elle va se réduire. Vous allez pouvoir augmenter vos prestations en ajournant votre rente, mais vous serez quand même en fait soumis aux cotisations AVS sur votre revenu. Le seul avantage, c'est que sur les premiers 1400 francs par mois que vous allez gagner, vous allez être exonéré des cotisations, mais tout montant qui dépasse ces 1400 francs sera soumis aux cotisations. C'est très clair. Merci beaucoup. Et du coup, par rapport à un compte de libre passage aussi, ça c'est une des questions qui arrivent. Comment est traité un compte de libre passage lorsqu'on arrive à la retraite? Alors, tout dépend de ce qu'on considère comme arrivé à la retraite. Certaines personnes ont conservé historiquement un compte de libre passage qui subsiste en fait alors qu'elle est effectivement affiliée à une caisse de pension. Donc en parallèle, à côté de la caisse de pension, il y a un compte de libre passage, soit parce qu'il y avait un excédent suite à un divorce notamment et qu'il y avait un excédent que la caisse de pension ne pouvait pas absorber, c'était déposé sur un compte de libre passage, ou parfois tout simplement parce que le compte de libre passage n'a pas été transféré chez le nouvel employeur. Dans ce cas de figure-là, finalement, au moment où vous allez cesser votre activité, vous allez être obligé de retirer votre caisse de pension et votre compte de libre passage,
puisqu'il n'y a pas la possibilité de conserver votre libre passage si c'est en concurrence avec une caisse de pension. Donc, c'est la date de cessation d'activité qui fera foi. Pour les personnes qui ont un compte de libre passage, mais qui du coup ne sont pas affiliées à une caisse de pension, soit parce qu'elles ont pris une retraite anticipée, soit parce qu'elles sont au chômage, à l'étranger, etc. Pour ces personnes-là, il n'y a pas l'obligation de retirer le compte de libre passage à l'âge légal de la retraite. Il peut être conservé 5 ans après l'âge légal, de nouveau 69 ans pour les femmes, 70 ans pour les hommes. C'est d'ailleurs souvent ce que les gens font, puisque, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens, il s'agit effectivement d'abord de consommer l'argent qui a sur ses comptes, sur son épargne qui est soumise à l'impôt, et tandis que le deuxième pilier, lui, est exonéré d'impôt sur le revenu au niveau du rendement et exonéré d'impôt sur la fortune. Et ça a également un impact sur le calcul des cotisations AVS. Si on prend sa retraite de manière anticipée, qu'on doit continuer à cotiser, ça ne rentrera pas dans le calcul des cotisations AVS. Donc pour toutes ces raisons, le compte de libre passage est en général le dernier compte, la dernière poche dans laquelle on va piocher lorsqu'on n'a plus aucune liquidité restante. D'accord. Au plus tard, 70 ans. Une autre question qui vient et qui est arrivée par plusieurs personnes différentes, hein, comme quoi il y a effectivement des sujets comme ça qui interpellent, qui font réfléchir, c'est l'achat du bien immobilier. On sait aujourd'hui qu'on doit avoir 20% de fonds propres en Suisse et dont un maximum 10% peuvent venir des avoirs de prévoyance. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? J'essaie de mélanger un peu les questions entre elles pour les synthétiser. Je dirais en 2 temps. Est-ce qu'il y a un avantage ou un inconvénient à court terme de prendre ces avoirs de prévoyance pour financer l'achat de sa résidence principale? Et puis, quel va être l'impact à plus long terme, c'est-à-dire, pour faire simple, à 49 ans, j'utilise mes avoirs de prévoyance pour acheter ma résidence principale. Quel avantage ou inconvénient là? Et quel avantage ou inconvénient une fois que je vais arriver à 65 du coup? Alors, d'une manière générale, le fait d'accéder à la propriété, si on peut se le permettre, ça reste toujours le scénario privilégié pour une résidence principale dans laquelle on se projette sur le long terme, puisque ça va également fortement contribuer justement à la planification de la retraite. C'est clair que idéalement, si on peut éviter de retirer ses avoirs de prévoyance pour accéder à la propriété, c'est très bien. Si, ma foi, on est tenu de le faire, et ben, c'est pas pour autant qu'il faut renoncer au projet immobilier. La seule chose à laquelle il faut être attentif, c'est justement l'impact de ce retrait sur le long terme, comme tu disais, Ali. Donc, il y a un impact fiscal à court terme lié au retrait des avoirs qui peut être évité pour les personnes qui ont un revenu élevé en mettant en garantie son deuxième pilier dans le cadre du financement immobilier, ce qui est avantageux sur le plan fiscal. Ça évite un retrait de la caisse de pension, ça permet de poursuivre une stratégie de rachat, ça permet d'éviter aussi un impact sur les prestations de risque en cas de décès, d'invalidité pour protéger sa famille. Donc ça, c'est on va dire le scénario idéal, c'est si on n'a pas eu liquidité de pouvoir mettre en garantie son deuxième pilier sans le retirer. Après, un retrait doit être planifié déjà à l'avance, puisque si vous avez entamé une stratégie de rachat, il faut partir du principe qu'il faut il faut attendre une période de 3 ans après le dernier rachat avant de retirer dans la caisse de pension. Comme tu as très justement dit, Ali, en fait, il y a la possibilité aujourd'hui de retirer sa caisse de pension à partir du moment où on va apporter au minimum 10% sous forme de liquidité. Le solde uniquement peut être retiré des avoirs de prévoyance. Et puis, il y a une restriction supplémentaire pour les personnes qui ont atteint l'âge de 50 ans, qui, elles, peuvent que retirer le montant qu'elles avaient à 50 ans ou la moitié de l'avoir actuel. Finalement, il n'y a pas de règle absolue. La seule chose à laquelle il faut être attentif, c'est que si on retire ce savoir de prévoyance, il faut partir du principe qu'on doit être en mesure sur le long terme de pouvoir rembourser le retrait via les économies de loyer qui sont réalisées potentiellement par rapport au coût de la dette. Et puis, à terme, potentiellement même de pouvoir faire des rachats dans la caisse de pension par la suite pour augmenter ses prestations. Merci beaucoup, Gian. C'est extrêmement clair. Je pense qu'une fois de plus, comme tu le dis, il n'y a pas de solution de formule magique. Chaque cas va être unique, nécessiter une analyse de la situation et pour voir quels seraient les impacts éventuels. Et je me permets, sous ton contrôle, de compléter que lorsqu'on diminue les avoirs de prévoyance, dans le cadre d'une situation familiale, il y a également une diminution des rentes invalidité, de veufs, d'orphelins, qui sont aussi diminuées lorsqu'on prend le capital du deuxième pilier. Donc vraiment, c'est très important de prendre rendez-vous avec toi, si j'ai bien compris, pour analyser chaque situation. Encore 2-3 questions que je vais essayer de fusionner entre elles. Hein. Il y en a énormément, donc on en est très heureux.
c'est l'avantage de faire des rachats dans le deuxième pilier. Quel est vraiment l'avantage encore aujourd'hui de faire des rachats dans le deuxième pilier, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque, peut-être, pour prendre dans l'autre sens, avec la baisse des taux de conversion que tu as évoqué, avec le challenge qu'on a dans le système de retraite en Suisse, est-ce que ça vaut encore la peine, d'une part, de faire des rachats? Et est-ce que, si on est plutôt proche de la retraite, est-ce que ça vaut encore la peine de prendre la rente avec des taux de conversion aussi bas? Alors, Donc, trois en oui. une question. Alors aujourd'hui, d'une manière générale, comme je disais avant, l'objectif, c'est d'arriver au moment où le choix doit se faire avec un maximum d'argent possible. Qu'on prenne la rente ou le capital, finalement, plus on a d'argent, mieux ça se passe. C'est de la première C'est assez réflexion logique, ouais. qu'il faut avoir. Donc, il faut tout mettre en œuvre finalement pour augmenter ses avoirs de prévoyance. Le jour où on arrive à la retraite, bah, en fonction du taux taux de conversion qui est en vigueur et en fonction de la situation de chacun, il faut être prêt et flexible et disposé, en tout cas psychologiquement, à opter pour soit la rente, soit le capital, soit un mix des deux. Donc, c'est la première étape, c'est se préparer psychologiquement à faire un choix, ne pas se braquer et partir du principe que ce sera comme ça, sachant que même à la dernière minute, finalement, certains éléments peuvent avoir un impact sur son choix. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, ça fait sens de continuer en fait à faire des rachats dans la caisse de pension, pour autant que la caisse de pension soit solvable, pour autant qu'elle prévoit une restitution du capital en cas de décès, pour autant qu'il y ait des rendements qui soient intéressants, qui soient versés, et que la situation personnelle, budgétaire, fiscale et familiale le permettent. Donc oui, ça fait encore sens. C'est clair qu'aujourd'hui, la baisse des taux de conversion plaide plutôt en faveur d'une prise de capital. Et c'est vrai que ces dernières années, on constate que les gens, la population a tendance à prendre de plus en plus, ou en tout cas une part de plus en plus importante des avoirs du deuxième pilier sous forme de capital pour ces raisons-là. Mais donc finalement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le calcul le moment venu pour déterminer quelle est la solution la plus avantageuse. Mais oui, je pense que ça fait sens de faire des rachats. Et puis, savoir si ça fait sens aujourd'hui encore de prendre la rente, dans certains cas, ça fait encore sens. C'est vrai qu'arriver à un certain niveau de baisse des taux de conversion, il faudra que l'espérance de vie augmente encore beaucoup pour que ce soit encore rentable sur le long terme. Ok, merci beaucoup. Une dernière question, parce qu'on arrive bientôt au bout du temps qui était imparti. Elle concerne les possibilités de compléter en fait les lacunes de prévoyance qu'on peut avoir. Donc, on a effectivement beaucoup évoqué les rachats dans le deuxième pilier. Tu as évoqué que ce n'était pas possible de compléter malheureusement les années échues au niveau de l'AVS. Et au niveau du troisième pilier, est-ce que là, il y a des possibilités de compléter? Et puis, de nouveau, j'essaie de fusionner un peu les questions entre elles. Tu avais mis sur le slide où tu nous as présenté les trois piliers, le troisième pilier et le troisième pilier B. Quel avantage on aurait aussi à faire un troisième pilier B? Alors, par rapport au troisième pilier, pour les rachats, aujourd'hui, ce n'est pas encore possible, mais il y a effectivement un projet qui vise justement à rendre les rachats possibles, qui est déjà très avancé, et finalement, on attend juste, et on espère que ça rentrera en vigueur prochainement, ce qui permettra finalement de racheter en fait 5 années de cotisation, jusqu'à 5 années de cotisation, donc à peu près 34 000 francs au maximum par rachat, afin de combler les années depuis l'âge de 25 ans, donc un peu le même système que le deuxième pilier, qui n'aurait pas été cotisé dans le troisième pilier. C'est clair que là, ce sera une solution qui sera idéale, en tout cas dans un premier temps, puisque là, la question finalement de la qualité de la caisse de pension ne se pose pas, puisque le compte troisième pilier est un compte individuel, et donc il s'agira de racheter en priorité dans le troisième pilier, avant même d'envisager des rachats dans le deuxième. Et donc on se réjouit de l'entrée en vigueur de cette réforme. Voilà, on suit ça de près, et puis bien sûr, on informera nos clients le moment voulu. Et puis, je me souviens plus de la deuxième question, excuse-moi. Le troisième pilier B, parce qu'il y a le troisième pilier A et le troisième pilier B quand tu nous as présenté les trois piliers. Qu'est-ce qui change entre les deux? Alors, le troisième pilier B a la particularité de ne pas être fiscalement éligible dans la plupart des cantons, exception faite de Fribourg et de Genève en Suisse romande. Et donc, dans ces cantons-là, ça fait sens potentiellement de faire un troisième pilier B pour une épargne défiscalisée en vue de la retraite, au même titre que le troisième pilier A. Mais c'est des solutions qui sont souscrites à travers des polices d'assurance vie et qui, dans l'environnement actuel, impliquent de les souscrire très tôt, au début de sa carrière,
pour pouvoir bénéficier et d'opter pour une stratégie de placement dynamique pour pouvoir dégager en fait un capital qui soit réellement intéressant, puisque les produits d'assurance traditionnels aujourd'hui n'offrent que très peu de rendement, et donc le fait de les souscrire trop tard malheureusement fait qu'à l'échéance on aura un capital qui sera malheureusement inférieur au montant de la somme des primes versées, ce qui est évidemment le scénario à éviter. Le troisième pilier B offre aussi la possibilité finalement pour les personnes qui ne peuvent pas en fait souscrire de troisième pilier A, de pouvoir aussi avoir une cotisation et de couvrir certains risques liés au décès à l'invalidité, ou également effectivement de pouvoir souscrire des assurances vie pour protéger la famille en cas de décès ou en cas d'invalidité. Merci beaucoup, Gian. On a dépassé d'1 minute le temps qu'on s'était imparti aujourd'hui pour cette présentation et ce webinaire. Il y a encore énormément de questions auxquelles malheureusement on ne pourra pas répondre aujourd'hui, mais bien évidemment, on vous invite tous et toutes à prendre contact avec nous ou avec votre conseiller, votre conseillère pour pouvoir développer et répondre aux différentes questions que vous avez. Au niveau des solutions que tu as évoquées, Gian, si tu peux encore en un mot revenir en détail voilà, sur ces solutions de bilan patrimonial, analyse de prévoyance, planification financière et planification successorale. Donc là, ce sont finalement dans les différentes phases et différents outils à mettre en place, que tu peux mettre en place avec nos clients pour finalement gérer leur projet, si j'ai bien compris. C'est exact. Tout dépend finalement de la situation de chacun et dans quelle situation on est. C'est vrai que l'ordre finalement peut être différent, mais c'est vrai qu'en général, en période d'activité, on privilégie le bilan patrimonial pour déterminer quelles sont les mesures pour pouvoir optimiser la situation financière et fiscale. L'analyse de prévoyance au moment où souvent on va démarrer une activité indépendante ou accéder à la propriété pour être sûr que la famille est bien couverte en cas de décès ou d'invalidité, ou aussi en période de chômage. La planification financière au moment où le choix doit être fait entre la rente et le capital. Et puis évidemment la planification successorale qui vise finalement et le mandat pour cause d'inaptitude, on ne l'a pas mentionné, mais qui vise aussi à favoriser la transmission du patrimoine en faveur de ces héritiers, que ce soit du vivant ou au moment du décès. Merci beaucoup, Gian. Donc, comme tu l'as dit, il n'est jamais trop tôt pour bien se préparer. Il n'y a pas de bonnes, mauvaises décisions, il y a des décisions avec plus ou moins d'informations. Et effectivement, chaque cas, chaque situation va être unique et va nécessiter donc une analyse pour à la fois bénéficier des avantages aujourd'hui à préparer sa prévoyance, et notamment les avantages fiscaux, et à préparer également sa situation pour la fameuse Dolce Vita, lorsqu'on sera enfin à la retraite. Il faut se faire conseiller et pas se faire ce que fait le voisin. Exactement, exactement. Ce ne sera pas forcément la même situation. Merci à toutes et à tous de votre participation aujourd'hui à ce webinaire. Merci également à toi, Gian, pour tes éclaircissements et les réponses aux différentes questions qui ont été posées. Je vous invite toutes et tous à prendre contact avec nous et à poursuivre ces réflexions et l'information sur piggygalant.ch. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.